Bonjour Thibaut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession sportive de haut niveau. On est ravi de t'accueillir à Genève dans les locaux d'Ostéo 77, un endroit que tu connais bien puisque tu es patient du cabinet si je ne me trompe pas. Tout à fait, je suis bien patient chez Ostéo 77. L'objectif de notre discussion, c'est d'offrir au public un aperçu de ton activité de sportif de haut niveau, de comprendre comment tu te prépares afin d'atteindre tes objectifs. Donc pendant 1 heure, on va passer au travers de ton parcours, découvrir comment est-ce que tu es devenu un sportif de haut niveau, savoir comment tu gères ça et surtout savoir comment est-ce que tu gères le sport en parallèle de ta vie de tous les jours. Donc on va te présenter en quelques mots. Dis-moi si jamais je me trompe. Tu es un jeune homme de 32 ans, spécialiste de la prévention sécuritaire pour l'entreprise Dalkia, athlète de haut niveau en CrossFit, vainqueur en 2023 pour la catégorie Upper des Nationals Adaptative à Rotterdam, vainqueur de la compétition Barcelona à Barcelone et en route pour te qualifier pour les Adaptive CrossFit Games à San Antonio. C'est ça, exactement. T'es bien renseigné. C'est les bonnes infos. Parfait. Alors on va commencer par les prémices. D'où vient ta passion pour le sport ? Depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire du sport, le dépassement de soi et d'avoir des objectifs. Même dans n'importe quel sport que j'ai pu pratiquer en étant plus jeune, en ayant performé ou non, j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un objectif et d'aller toujours plus loin. Et vraiment, le dépassement de soi et cette sensation après avoir terminé le sport et de rentrer chez soi est une grande satisfaction pour moi. Donc c'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui dans mon quotidien de vouloir faire du sport. Et quel sport est-ce que tu as pratiqué quand tu as commencé ? En étant plus jeune, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai fait beaucoup de karaté, j'ai fait du volley, j'ai fait du VTT. Et après ces dernières années, avant mon accident, j'ai fait beaucoup de montagnes. Je faisais beaucoup de trail et beaucoup de ski de randonnée. Et parce qu'en fait, j'étais en préparation pour être pisteur secouriste et accompagnateur moyenne montagne. C'est pour ça que je suis venu m'installer ici il y a maintenant 10 ans. Et puis après, maintenant, ça va faire un peu plus de 2 ans et demi que je fais vraiment du crossfit à 100%. Que ça, et ça me prend déjà pas mal de temps. Si on revient justement sur cette période de ta vie sur laquelle tu souhaitais devenir accompagnateur en moyenne montagne et pisteur secouriste, j'ai entendu que tu avais eu une blessure assez classique dans le sport, une rupture des ligaments croisés. Est-ce que tu pourrais te remettre dans cette situation à l'époque où tu as ce but professionnel qui passe par l'utilisation de ton corps, qui est freiné par cette blessure, et nous dire comment tu as fait pour rebondir après ce frein dans ta carrière. Ouais, alors en fait, c'est vrai que ça a été un gros gap dans ma vie parce que effectivement, je me suis installé sur Annecy il y a 10 ans. C'était vraiment un projet. Avant, j'habitais en Bourgogne et en vrai, j'ai tout plaqué, mon boulot et tout ça pour venir ici. Donc c'était vraiment un but pour moi au niveau professionnel et même de passion en réalité. Et effectivement, j'ai passé 3 fois l'examen de pisteur secouriste et 3 jours avant de passer mon examen, j'ai fait une rupture des ligaments croisés, donc externe et interne. Donc en vrai, c'était vraiment un reset complet. Et bien sûr, 1 semaine après, on a attaqué la période de confinement du Covid. Donc effectivement, là, c'était vraiment la catastrophe parce que j'ai pas pu me faire opérer dans l'immédiat. Et en fait, ce qui a pu se passer, c'est que j'ai réussi à avoir des séances de kiné par visio. Donc je faisais toutes les séances en fait chez moi. J'ai réussi à récupérer un home trainer qui me permettait aussi de faire du vélo sur mon balcon et pouvoir continuer à avoir un peu une activité. Et en fait, l'opération, elle a fait que repousser. Et donc en finale, je me suis fait opérer bien quasiment 3 mois, voire même peut-être un peu plus après vraiment l'accident. Et puis en fait, comme on était dans une période de Covid, c'était hyper compliqué de pouvoir avoir un suivi au niveau kiné. Et puis en fait, en tout, je crois que j'ai mis bien au moins 6-8 mois avant de pouvoir réussir à reprendre un peu un rythme de marche, de course à pied. Et donc c'est vrai que c'était très très long. Et puis en fait, une fois que ça s'est terminé, il a bien fallu aller manger. Donc j'ai été retourné travailler, mais pas du coup dans mon projet de base initial, vu que j'avais pas validé mon examen. Et donc, en fait, j'ai été travailler à l'usine pendant 2 mois. J'ai travaillé de nuit à l'usine. Et puis, c'est là après que j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Dalkia, donc dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui m'a donné l'opportunité en fait de me former directement sur le tas et devenir technicien dans le chauffage. Et justement, on va te remettre dans une situation concrète. Donc, le 15 janvier 2021,
à 9h56. Donc, tu es en poste sur une machine destinée à alimenter des chaudières à bois. Et ton collègue de travail te signale qu'il entend effectivement un bruit dans la machine. Est-ce que tu pourrais nous raconter cet épisode et comment ça a changé ta vie? En fait, effectivement, donc je suis rentré technicien chez Dalkia en décembre 2020. J'ai appris le métier vraiment sur le tas avec des techniciens vraiment hyper bien encadrés et vraiment un bon apprentissage. Après, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à rester à rien faire, donc c'est sûr que j'avais besoin aussi d'accompagner aussi mes collègues et de pouvoir les aider sur leur travail. Donc j'allais un peu travailler avec certains, avec d'autres, avec mon tuteur ou d'autres. Enfin, en tout cas, ça bougeait pas mal. Et donc un matin, le 15 janvier 2021, j'ai mon collègue qui me dit que il va rester sur site ce jour-là parce que donc il y a sur le convoyeur ça couine, il y a des roulements en fait qui couinent et donc va falloir faire l'entretien de la machine parce qu'on est en pleine période de chauffe. Faut savoir que cette chaufferie elle alimente 600 logements, donc c'est une grosse chaufferie qui est alimentée au bois, c'est une chaufferie biomasse et donc du coup c'est des choses qui sont un peu spécifiques. Donc du coup je lui dis voilà aujourd'hui je vais te filer un coup de main, c'est juste de l'entretien donc en vrai passer un coup d'aspirateur à un balai sur un convoyeur ça reste quelque chose de simple. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que comme on est en grosse période en fait de chauffage, les chaufferies en fait c'est pas comme quand on met le chauffage chez nous. En fait, on peut pas claquer des doigts et dire j'arrête en fait le chauffage et je le remets en route. Faut savoir que sur des grosses chaufferies comme ça, c'est des semi-remorques qui viennent alimenter en bois plusieurs fois par semaine et donc du coup on peut pas faire comme ça. Donc en fait la machine était toujours en fonctionnement. Et le convoyeur fonctionne par intermittence. Donc parfois, pendant 30 secondes, il va ramener du bois. Le convoyeur, il ramène du bois jusqu'à ce que la chaudière en fait ait ce qu'elle ait besoin. Et hop, elle s'arrête. Et donc nous, on faisait l'entretien pendant que le convoyeur s'arrêtait. Et en fait, à un moment, en faisant l'entretien du convoyeur, j'ai le tuyau de l'aspirateur que je tenais qui s'est coincé en fait entre le mètre-cylindre et le tapis en bois qui transporte le bois. Et comme j'avais des gants en caoutchouc de protection, anti-coupure, en fait, ça m'a coincé la main entre le tuyau et le tapis en caoutchouc. Et donc, le temps que j'étais pas à proximité du convoyeur, mais le tuyau, comme il m'a coincé, j'essayais de tirer, et en fait, au même moment, mon bras il est parti. Alors c'était très lent, mais bon, en fait, moi, j'avais pas assez de force pour ça, et donc j'ai mon bras qui est passé à l'intérieur en fait du mètre-cylindre. Donc entre le tapis en caoutchouc et le mètre-cylindre, et donc du coup ça a tout arraché, tout tiré, jusqu'à ce que mon collègue en fait qui était à côté entende que j'étais en train de brailler pour dire qu'il fallait arrêter la machine, et donc ils mettent sur le coup d'urgence pour pouvoir arrêter la machine. Donc à ce moment-là, moi j'étais coincé sur la trappe de visite, j'avais pas du tout de visibilité en fait sur mon bras, j'avais juste une grosse plaque en métal avec mon bras qui était à l'intérieur, que je pouvais plus bouger, et donc c'est là qu'est arrivé un gros accident, mais que sur le coup j'avais pas réellement conscience. Mais en tout cas, c'est un accident grave. Est-ce que tu pourrais nous décrire après la suite du processus, donc une fois que tu prends conscience de la gravité de cet accident? Alors le processus, il a été très très long, parce qu'il faut savoir que donc moi de base je suis déjà pompier, je suis pompier volontaire, donc depuis l'âge de 16 ans. Donc je connais très bien le métier de pompier. Donc là du coup c'était carrément de téléphoner à mes propres collègues pour venir me récupérer. Donc en fait j'ai mon collègue qui a téléphoné dans un premier temps au centre de traitement des appels, et en même temps moi j'ai téléphoné dans un second temps à mes collègues directement à la caserne pour leur expliquer en fait vraiment le cas, qu'est-ce qui s'était réellement passé, pour que du coup on perde pas de temps et que tout de suite on arrive avec les moyens dignes de ce nom. Et du coup ça a permis d'avoir tout de suite vraiment les personnes compétentes tout de suite sur le terrain. Et en fait, pour moi, j'avais juste le bras qui était coincé dans un mètre-cylindre. Donc pour moi, c'était effectivement, j'étais coincé, certainement quelque chose, mais la douleur était tellement intense et tellement vive que j'ai pas vraiment conscience aujourd'hui que je suis peut-être en train de perdre en fait l'utilisation de mon bras. Donc bien sûr, mes collègues sont arrivés, beaucoup ont été très choqués quand même parce que c'est des gens que je côtoyais très très souvent. Et puis en fait, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur travail à merveille d'ailleurs. Mes collègues également qui ont fait tourner le mètre-cylindre dans le sens inverse pour pouvoir déplier la bande, pour pouvoir me faire sortir le bras. Et puis là après c'est transport aux urgences, d'abord à Annecy, qui finalement a refusé parce que refusé, on s'entend, c'est juste qu'aujourd'hui vu que c'était quelque chose de grave, faut savoir que mon bras aujourd'hui on le voit, il est présent, mais en fait à cette époque-là il y avait juste un os et puis autour c'était de la charpie, c'était un tartare. Donc aujourd'hui quand vous êtes chirurgien et qu'il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire, c'est quand même compliqué.
Et donc ils ont proposé dans un second temps de pouvoir me transférer à Annemasse où ils ont un service membre supérieur, également à Chambéry où ils ont un service main, et après à Grenoble. Donc, faut savoir que quand on est déjà dans le milieu un peu médical, même dans le milieu pompier, en général, on essaye de monter un peu plus vite dans les échelons. Donc, ça nous permet de nous ouvrir un peu quelques portes. Et en fait, là, tout de suite, c'est monté à Grenoble où ils ont un service membre supérieur. Et donc là, ils ont dit, Zai, on y va, on transfère directement à Grenoble. Bon, ce jour-là, c'était un temps de merde, donc le transport en hélico a pas pu se faire, mais donc c'était transport ambulance plus accompagné par la police. Et puis transfert jusqu'à Grenoble. Je m'en rappelle de tout, vraiment de tout, jusqu'à je pense quelques temps avant d'arriver à Grenoble, où je me rappelle en fait avoir parlé directement en fait au médecin qui était dans le SMUR, où je lui dis là c'est trop vif, j'ai vraiment trop mal, et là où je sens qu'effectivement il me remet de la morphine ou du moins un produit qui me permet de pouvoir m'apaiser. Et là, je me rappelle que là, c'est carrément un trou noir. Je sens que je pars. Et le seul moment où entre deux, où je me réveille, c'est en réanimation, avec une canule dans la bouche pour avoir une oxygénation forcée, et avec ma mère au-dessus. Et du coup, entre-temps, je sais pas ce qui s'est réellement passé, quoi. Pour moi, il s'est passé quelques heures, mais en tout cas, il s'est pas passé 3 jours. Parce que donc, ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai été plongé dans le coma pendant 3 jours, pour pouvoir faire de grosses opérations, pour enlever tout le risque infectieux sur mon bras. Vu que c'était une machine qui transportait du bois, il y avait beaucoup de poussière de bois, beaucoup de choses qui pouvaient être très graves et risques infectieux importants. Et donc l'objectif en fait de la chirurgienne, c'était effectivement de tout nettoyer, d'enlever tout le superflu de peau qui était trop abîmé, pour justement essayer de tout remettre comme il faut. Parce qu'il faut savoir que de base, le pronostic était plus qu'engagé, il voulait carrément amputer le bras. Donc si j'avais pas été transporté à Grenoble, j'aurais pu du tout avoir de bras. Et donc en fait après un long processus d'opération, j'ai en tout dans la première phase, j'ai subi plus de 20 opérations tous les jours pendant 2 semaines, après au bloc opératoire sous anesthésie générale. Après au bout de 15 jours, on a fait une fois tous les 2 jours, et puis au fur et à mesure ça s'est un peu étendu. Et puis après au bout de quelques mois, on a fait la le deuxième grosse opération qui a été la greffe de peau, tout à Grenoble, de A à Z. Donc la greffe de peau, ils m'ont prélevé de la peau sur ma cuisse, et donc du coup après qu'ils ont regreffé en fait sur mon bras. Et donc après le processus de rééducation, j'ai été transféré à un centre de rééducation à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, qui sont spécialisés justement dans les membres supérieurs. Et puis effectivement rééducation qui s'est mis en place, et donc là pendant un bon moment, parce que en tout je suis resté 6 mois en rééducation à Grenoble. Et puis en fait, en mai, il y a beaucoup de ponts qui arrivent, et donc j'avais fêté mon anniversaire, donc mes 30 ans, quand même au mois d'avril. Et donc au mois de mai, il y a beaucoup de ponts qui sont arrivés, et j'ai dit en fait à la structure de leur dire qu'en fait j'avais besoin aussi de prendre l'air. Ça faisait déjà plus de 5 mois que j'étais sorti de chez moi, j'avais besoin on était en période de confinement, donc du coup c'était trop compliqué pour moi. Je leur ai dit j'ai besoin de partir un week-end, et donc en fait là la hiérarchie m'a dit non, c'est pas possible, on est en période de confinement, et donc du coup t'es déjà parti pour ton anniversaire il y a 3 semaines, donc là c'est pas possible, tu peux pas partir, tu restes. Donc moi je leur ai dit écoutez, je ne peux pas, je ne tiens plus, donc j'ai besoin de rentrer chez moi, et ils m'ont dit si tu pars tu reviens pas. Donc j'ai tout simplement pris mes affaires et je leur ai dit écoutez, vu qu'on peut pas trouver un terrain d'entente juste pour l'espace de quelques jours, je rentre chez moi. Donc mi-mai, je suis rentré chez moi. J'ai changé de centre de rééducation pendant 2 mois, qui m'a permis de pouvoir faire un peu de réathlétisation. J'ai pu reprendre un peu le sport, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, mais c'était surtout de pouvoir retrouver un peu son chez-soi, de pouvoir retrouver un peu une vie normale. Puis finalement, on est vite rattrapé aussi. Le fait d'être pendant quelques mois en centre de rééducation, avec des infirmières, avec des médecins, avec plein de gens qui vous accompagnent à longueur de journée. Et là, d'être confronté tout seul à ce changement de vie, c'est sûr que c'est un peu fatal. Mais en réalité, on s'en sort. Il suffit juste de prendre le taureau par les cornes et puis on y va. Et puis finalement, au bout de quelques mois, au centre de rééducation, j'ai vite compris que ils allaient être un peu dépassés par les événements, par mon accident. Et donc c'est là que j'ai changé de centre de kiné. J'ai un centre de kiné dans lequel je suis encore actuellement, 3 fois par semaine, qui est spécialisé dans les membres supérieurs. Donc en fait, au lieu d'aller au centre de rééducation tous les jours, en fait, j'allais tout simplement dans un centre de kiné basique,
mais qui est spécialisée dans les membres supérieurs. Et donc, tous les jours, j'allais là-bas, je passais mes matinées là-bas. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est elles qui me suivent sur Annecy. Et ça se passe très bien et l'évolution, elle est là. Et puis, entre-temps, c'est surtout que ça m'a permis, en étant de retour chez moi, de pouvoir reprendre le sport. Et donc, c'est là aussi de pouvoir, comme en fait, j'étais en arrêt de travail, c'était rééducation à 100%, les cures médicales aussi, pour pouvoir assouplir la peau aussi 2 fois par an. Et entre-temps, il faut bien s'occuper. Donc, c'est là qu'il a fallu trouver une solution et de reprendre tout simplement le sport. Et c'est là qu'on a commencé dans le CrossFit. Et justement, comment est-ce que tu as découvert ce sport, le CrossFit, pendant cette période de rééducation? En fait, j'ai toujours connu un peu le CrossFit auparavant. Par le biais des pompiers, en fait, on a toujours fait un peu des cross-training, des préparations un peu dans ce genre-là. Donc, j'ai toujours un peu connu. J'en ai fait un peu, mais pas vraiment aussi assidu qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai une amie avec qui me connaissait d'avant, qui m'a dit, mais viens faire du CrossFit avec nous, ça va te permettre de retrouver du monde, reprendre une communauté, et tout ça, ça peut être intéressant. Donc du coup, je me suis déplacé, et puis je suis arrivé en disant, j'aimerais faire du CrossFit. Par contre, maintenant, je suis une personne en situation de handicap. Donc, comment on peut faire? On trouvera des solutions, c'est pas grave. Et donc, pendant plusieurs mois, en fait, j'ai fait les cours collectifs avec les valides. J'étais le seul handi et pendant tous les cours collectifs où du coup je m'entraînais comme tout le monde. Puis en fait un beau jour j'ai dit mais c'est bien gentil de s'entraîner avec les gens, mais je dis moi j'en veux plus. J'ai pas juste envie de m'entraîner comme ça pour m'entretenir, donc j'aimerais qu'on aille plus loin. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es quand tu comprends que ta vie de sportif elle a changé justement? Dans un premier temps c'est pas facile, hein. Il faut savoir quand même que quelques jours avant d'avoir mon accident, je montais en ski de randonnée le plus haut sommet du lac d'Annecy. Donc j'ai toujours fait du sport. Je vis sport. Donc en fait, c'est sûr que quand on te demande de te lever sur ton lit d'hôpital et que tu n'arrives pas à tenir sur tes 2 jambes en l'espace d'un mois, c'est sûr que ça fait bizarre. Mais en réalité, après, j'ai vite compris que fallait se bouger, quoi. On peut pas passer sa vie en fait à dire que on n'y arrivera pas. Et du coup, au fur et à mesure, quand j'ai vu que je commençais à reprendre goût un peu au sport, à refaire des performances, les gens aussi qui t'entourent, hein, parce que ça c'est aussi hyper important, qui voient que aussi tu commences un peu à titiller aussi avec les valides et tout ça. Donc là, ça commence un peu à te dire, ok, il y a l'aspect performance et l'aspect compétiteur qui commence un peu à se remettre en place. Et donc du coup là, j'ai dit, ok, là aujourd'hui, je suis peut-être maintenant dans l'handisport, mais aujourd'hui, j'ai peut-être plus de chances de pouvoir performer en athlète de haut niveau qu'avant avec chez les valides, où j'ai toujours eu espoir, en étant plus jeune, de pouvoir rentrer peut-être dans un pôle haut niveau, mais j'ai jamais réussi à performer. Donc je me dis, aujourd'hui, est-ce que j'ai eu un grave accident? Ok, mais est-ce que j'ai pas des portes qui s'ouvrent grâce à ça? Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu des étoiles dans les yeux, en me disant, est-ce qu'on ferait pas en sorte justement de faire évoluer tout ça? Est-ce que tu pourrais décrire ce sport qu'est le CrossFit pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, il n'y a pas plus vaste que le CrossFit, il n'y a pas plus large. Toutes les disciplines sont réunies, il n'y a pas un sport qui n'est pas représenté dans le CrossFit. En fait, c'est tout ce qui est mouvement en fait, d'haltérophilie, que vous pouvez retrouver sur le sport d'haltérophilie. Tout ce qui peut être aussi mouvement suspendu, avec tout ce qui est mouvement de gym. Et après, tout ce qui est cardio. En fait, on peut rassembler vraiment beaucoup d'éléments, que ce soit 100% haltérophilie, que ça peut être que des mouvements endurants, course à pied, vélo, peu importe. Mais qui peut être un peu mixé et puis faire un peu un cocktail détonnant. Ils aiment bien faire ça. Et effectivement, dans le CrossFit, c'est hyper large, on a vraiment beaucoup de possibilités. Mais donc, c'est un sport qui est très large, on peut faire beaucoup de choses. À quel point est-ce que tu as été accompagné pour adapter ton sport une fois que tu t'es lancé dans le CrossFit? C'est compliqué d'être accompagné aujourd'hui dans l'handisport. Je pense déjà chez les valides, aujourd'hui c'est déjà compliqué. Je pense qu'aujourd'hui on a une chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent beaucoup nous aider sur le fait de pouvoir regarder les autres qui sont dans la même situation que nous. Et de pouvoir pêcher un peu des infos à droite à gauche. Donc dans un premier temps, tout simplement, j'ai commencé à aller discuter avec des athlètes françaises ou même étrangères en leur disant ok, comment tu fais pour faire une traction, qu'est-ce que tu utilises comme sangle, qu'est-ce que tu fais en soulevé de terre, qu'est-ce que tu as comme matos. Donc j'ai commencé à piocher un peu des infos un peu droite à gauche.
Et finalement, au fur et à mesure, ça fait pas très très longtemps en vrai en tout cas que mes mouvements ils sont vraiment fixés et que je sais quelle adaptation que j'ai. Ça a été vraiment un travail de longue haleine et beaucoup de réajustements qui n'ont pas été simples. Mais l'accompagnement en vrai il est quand même pas facile. Il est pas facile dans le sens où on nous donne pas les bonnes infos et dans un second temps, il est très onéreux. Parce que le CrossFit, ça vient des États-Unis et donc aujourd'hui, les précurseurs aujourd'hui dans les adaptations et dans l'handisport, c'est eux. Donc quand on fait venir une simple corde à sauter en handi où on tient juste avec un manche, une monobrin, ça coûte $90. Mais donc $90 pour la faire venir chez nous, c'est 70 de plus, donc c'est quasiment 200 € juste pour une simple corde. Donc effectivement, si t'as pas un peu d'argent, tu fais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être un athlète de haut niveau en CrossFit? Je sais pas si c'est vraiment que dans le CrossFit, hein. Je pense qu'en fait, déjà de base, j'ai toujours voulu être athlète de haut niveau. J'ai jamais eu la chance, en étant plus jeune, de pouvoir avoir l'opportunité de le faire, ou tout simplement l'accompagnement, hein. Ça, c'est aussi une chose, hein. Aujourd'hui, si on a du monde derrière et puis qui peut te pousser ou qui a les finances, ou tout simplement qui veut t'accompagner, c'est plus facile de le faire. Aujourd'hui, je suis adulte et vacciné, donc en fait, si j'ai envie de performer, c'est moi qui décide, donc c'est moi qui vais. Donc si je dois faire des concessions, c'est moi qui vais les faire. Et j'ai pas le besoin, comme avec mes parents, de dire est-ce que je peux faire ci ou est-ce que je peux faire ça. Donc en fait, je pense que ça a toujours été un souhait de ma part de vouloir absolument faire du haut niveau. Et aujourd'hui, je vois que je progresse toujours, encore et encore, hein, depuis maintenant 2 ans et demi, et que là, on commence un peu à aller titiller un peu la stratosphère. Donc là, tu te dis, ok, là, on peut peut-être faire quelque chose. Donc c'est là que le côté compétiteur il commence à ressortir et que on travaille d'arrache-pied pour aller chercher le plus haut niveau. Qu'est-ce que tu avais imaginé il y a 2 ans et demi quand tu as repris le sport en termes de potentielle carrière? Je pense pas celle que je suis aujourd'hui, hein. Et en si peu de temps, en réalité, encore moins. J'ai eu beaucoup de chance dans le sens où au début, j'ai été quand même en arrêt de travail pendant plus de 3 ans. Donc au départ, ça a quand même été pour moi une reconstruction personnelle, déjà de pouvoir me consacrer au sport. Moi, j'ai pas besoin d'aller faire des séances de psy, mais par contre, d'aller faire mon sport, ouais, c'est un peu ma thérapie. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir justement me retrouver dans le sport. Après, est-ce que au bout de 3 ans, je me serais dit que j'en suis là aujourd'hui, ou tout simplement parler derrière des caméras, jamais de la vie je me serais imaginé ça, et encore moins de me dire que pouvoir aller chercher le plus haut niveau. De toute manière, on s'était dit avec mon coach que quand j'ai été le chercher après mes séances valides, quand je l'ai mis un peu au défi pour lui dire que j'ai dit écoute, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus fort, qu'on fasse du spécifique et qu'on fasse vraiment des entraînements pour moi. Il m'a dit ok, je lui ai dit moi j'aimerais être au plus haut niveau d'ici 2-3 ans quoi. Et là il m'a regardé et il m'a dit tu sais 2-3 ans ça fait short quand même hein. Je lui ai dit ouais mais t'inquiète on le fera. Donc du coup c'est là qu'il y a un peu cet engagement mutuel où on s'est dit ok on va avoir un engagement. Et l'engagement il va être cette année. Je lui avais dit que je vais l'emmener aux États-Unis donc je vais l'emmener aux États-Unis. En parlant d'engagement, est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi correspond ta semaine type en termes d'entraînement sportif? C'est chargé, hein. Le planning est avec le sport et tout, enfin le sport et même le travail, c'est sûr que c'est beaucoup d'engagement. Je m'entraîne 5 fois par semaine à hauteur de 2 heures par jour. Par exemple, j'ai un aménagement aujourd'hui dans mon travail qui me permet de pouvoir avoir 3 matinées par semaine, qui me permettent de pouvoir faire la rééducation de mon bras que je continue à faire. Et en même temps de pouvoir joindre le reste du temps de mes matinées pour pouvoir m'entraîner. Et en fait mes 2 grosses journées c'est les mardis et les jeudis où j'ai des journées pleines au travail et où du coup je m'entraîne en fin de journée. Mais du coup c'est vrai que j'arrive à pouvoir jumeler vraiment les entraînements boulot et travail, mais c'est vraiment hyper compact et on n'a pas trop de temps de se reposer et de se calmer. Et encore là, on est vraiment dans une période où on a gardé vraiment un entraînement par jour, mais on va certainement d'ici quelques semaines reprendre le bi-quotidien. Et là, par contre, c'est un autre level parce que là, c'est 3 heures de sport par jour. Et en réalité, 3 heures de sport avec le boulot entre deux, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Comment est-ce que tu gères justement cet équilibre entre ta passion pour le sport et les obligations professionnelles que tu dois remplir avec ton employeur? Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir une entreprise qui est très compréhensive
Ils me connaissent avant mon accident, ils me connaissent pendant mon accident, ils me connaissent après mon accident. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance de pouvoir avoir un travail où je suis itinérant, donc je me déplace partout sur l'est de la France. Donc je fais quand même beaucoup de routes, mais aussi je me déplace sur les sites. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être sur site au même endroit tous les jours et à pointer. Donc ça me permet de pouvoir être un peu flex et de pouvoir tout simplement m'entraîner en pleine journée et de pouvoir finir le travail chez moi le soir. C'est une grosse facilité que j'ai pour ça. Et je sais aussi que mon employeur, il me suit aussi de près, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut permettre de pouvoir avoir la facilité de pouvoir finir une journée terrain et de pouvoir finir peut-être 2-3 heures plus tard parce que j'ai mon entraînement qui se met au milieu. Ils sont relativement simples là-dessus. Parce que je travaille aussi à côté, bien sûr, mais il le voit aussi. Et en tant qu'athlète de CrossFit, quel est ton statut? Parce que tu dois conserver un travail à côté, donc ça veut dire que tu es amateur en tant qu'athlète CrossFit? Aujourd'hui, je pense pas que je sois vraiment amateur parce que aujourd'hui, on est quand même j'ai quand même un entraînement assidu, une hygiène de vie aussi digne de ce nom, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis de toute manière, pour les performances, on n'a pas le choix. Je peux pas considérer être haut niveau parce que aujourd'hui, j'ai pas le repos entre les deux, comme je pouvais l'avoir avant. Mais je pense que on peut dire un athlète confirmé. C'est pas mal confirmé, non? Est-ce que c'est envisageable justement de pouvoir vivre uniquement du CrossFit pour toi sur les prochaines années? C'est compliqué de vivre que du CrossFit. Aujourd'hui, faut savoir que déjà, même aujourd'hui dans une fédération qui est connue en handisport, c'est déjà très compliqué de pouvoir en vivre. Donc aujourd'hui, le CrossFit, même les valides, ils ont du mal déjà aussi à en vivre eux-mêmes. Donc aujourd'hui, dans le handisport, faudrait que j'ai quelqu'un qui ait une grosse entreprise, que je pourrais montrer ses t-shirts toute la journée et puis qui me paye, 20 ou 30 000 euros par l'année pour me dire que je peux vivre que de ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait de grands athlètes déjà élites en valide arrivant à vivre de ça. Donc pour moi, je pense que c'est compliqué. Donc même déjà sur une fédération aujourd'hui, les gens qui font les Jeux Olympiques, les Mondiaux, tout ça en paralympique, ils ont déjà du mal à vivre. Alors c'est pas le petit Thibaut Dupré qui arrive dans son coin et qui va réussir à changer tout ça. Hein. Et hormis ton employeur, quelles sont les sources de revenus ou de soutien que tu as trouvées pour te permettre de participer à ces grandes compétitions de CrossFit? Alors l'année dernière, j'ai eu un grand élan de générosité des gens qui m'entourent, de la salle dans laquelle je m'entraînais, des gens qui m'entourent, de ma famille, de beaucoup de gens en fait qui sont autour de moi. Donc on a créé en fait 2 fois dans l'année pour Rotterdam et puis pour Barcelone des cagnottes en ligne et où les gens ont été très généreux et ça m'a permis de pouvoir partir aux 2 compétitions sans sortir d'argent de ma poche. Donc je les ai remerciés déjà beaucoup par rapport à ça. Mais bon, cette année, on est passé un level au-dessus parce que malheureusement, si les qualifications pour les mondiaux se font, là c'est mi-mai, faut sortir de l'argent pour les États-Unis. Donc effectivement, là c'est pas le même level, faut sortir un peu plus d'argent et aussi au Luxembourg fin juin. Donc là, on a carrément mis en place une plaquette de sponsoring. Et j'ai une amie qui a sa boîte de marketing et donc du coup qui nous permet de pouvoir travailler ensemble. Du coup, c'est devenu mon sponsor parce que du coup, c'est elle qui travaille pour moi pour pouvoir mettre ma plaquette de sponsoring. Et donc, tout récemment, je suis en train de balancer sur toutes les grandes marques de CrossFit au niveau vestimentaire, au niveau alimentaire, justement pour essayer de subvenir aujourd'hui à mes besoins quotidiens. Et puis, si en plus il rajoute un petit chèque derrière, on n'est pas contre, au contraire. Quel sacrifice est-ce que tu as dû entreprendre pour pouvoir justement imaginer et poursuivre cette carrière de sportif de haut niveau, tout en assurant ce besoin financier que tu as à côté? Il y a beaucoup de sacrifices. C'est un travail au quotidien, sur beaucoup de choses, sur l'alimentation, sur ses entraînements, sur rester tranquille le week-end et pas sortir avec les copains. C'est des choses aussi que 4 jours avant de passer des demi-finales, je vais fêter l'anniversaire 29 ans d'un copain à moi au fin fond de l'Espagne. Tout le monde va faire la fête. Moi, je serai là, mais par contre, je ferai pas la fête. C'est des concessions qu'on doit faire et qu'on n'a pas le choix parce que quand un soir dans la semaine ou un soir le week-end, tu te dis je vais boire une bière, souvent le lundi matin tu le payes et pourtant t'as bu qu'une bière. Et ça, il y a que les athlètes de haut niveau qui peuvent comprendre ça. Donc en fait, par la force des choses, même si tu ne le veux pas, si tu veux performer, t'es obligé de faire des concessions.
Et c'est pour tout, hein. C'est ouais, pour l'alimentation, faire attention sur ton hygiène de vie, mais l'hygiène de vie, c'est aussi de bien dormir le soir. Et puis surtout sur ton quotidien. Donc ouais, des concessions, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, c'est pas facile. Tout à l'heure, tu nous parlais d'intensification, de préparation en amont des compétitions. Comment ça se déroule alors pour toi, cette préparation en amont de cet objectif que tu as pour cet été 2024? L'intensification, c'est pas vraiment ça qui pose réellement un problème, hein. Finalement, c'est juste éviter d'avoir une grosse séance d'entraînement qui va être 2 heures où tu sais que ça va être très dur et tu sais qu'au bout d'1 heure et demie, quand tu vas finir avec un gros WOD où du coup tu sais qu'il va falloir vraiment tirer sur l'énergie, donc ça c'est plus compliqué. Ça permet de pouvoir couper en deux. Ce qui est compliqué, c'est pas dans le sens de faire 2 séances. Ce qui est compliqué, c'est la période d'entre-deux. Du coup, en fonction de ce que tu fais au travail, en fait, si je pars en déplacement et que je me tape 3 heures de voiture, c'est sûr qu'après, pour se remettre dedans, c'est compliqué. Au niveau aussi, mental, mais aussi niveau physique, parce que t'es redescendu en température, et puis du coup, là, faut que tu t'en remettes dedans. Donc ça, c'est quand même l'aspect compliqué. Mais en vrai, c'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, si tu veux performer, c'est aussi important parfois de faire du spécifique le matin, de te reposer entre deux, même si c'est que musculaire et que tu pars travailler et que tu retournes le soir. C'est aussi important. Donc ça, en vrai, c'est plutôt un choix personnel ou en discussion en fait avec mon coach pour lui dire, écoute là, on va commencer à attaquer une grosse période intensive. Les séances, elles vont être trop longues, donc en fait, vaut mieux qu'on cut en deux pour du coup réussir à pouvoir vraiment mettre de l'intensité sur les 1h30 que de mettre de l'intensité seulement 1 heure et qu'après l'heure d'après ce soit dans les choux, ça n'a pas d'intérêt parce que finalement on progresse pas quoi. Et comment est constitué ton staff pour te préparer pour ces compétitions? Officiellement j'ai un staff, j'en ai qu'un, hein, c'est mon coach, c'est Joe qui me suit depuis le début, hein, qui m'a commencé au début avec des petites haltères, hein, toutes de base, et puis aujourd'hui on travaille avec des belles barres, donc ça c'est cool. On parle du staff officiel de mon coach, mais le staff, il est aussi à côté, hein. Je veux dire, la famille, ton entourage, toutes les personnes qui t'encouragent au quotidien. Aujourd'hui, d'avoir les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais, mais parfois, juste de pouvoir alimenter un peu du contenu, montrer un peu ce que tu fais. Les gens, moi, c'est mon quotidien, donc je m'entraîne tous les jours comme ça, donc je me rends pas compte de l'engagement et de ce qu'on met en place. Mais finalement, je l'ai encore vu ce matin, hein, quand les mecs, ils doivent travailler avec des grosses barres et puis que lui, il essaye de la tirer un bras et puis qu'il n'arrive pas à la lever. T'as un petit rectus, tu te dis, ah ouais, ok. Donc finalement, c'est que les gens, ils voient quand même le travail que tu mets en place, tu vois que c'est dur. Aujourd'hui, c'est mon quotidien, je me rends pas compte, mais quand tu commences à mettre un peu les gens dans la même situation que toi et que tu vois qu'ils galèrent, alors que c'est des gens qui ont déjà un bon physique et qui font du sport, tu te dis, ça c'est cool. Ça motive aussi pour la suite. On va te remettre dans une autre situation concrète. On va te ramener environ 1 an en arrière, au printemps 2023. Lors des National Adaptive à Rotterdam. Donc, c'est ta première compétition de CrossFit adapté, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu attends de ce moment, en fait? En fait, j'attends déjà d'avoir des repères, de pouvoir déjà me rendre compte un peu des gens que je peux rencontrer. Comment ça va se passer en fait l'organisation, comment va être géré aussi le handicap mon handicap personnel, mais le handicap de chacun. Parce qu'il faut savoir que sur des compétitions adaptives, en fait, on est tous réunis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'handisport, pendant le CrossFit adaptive, il y a 15 catégories qui sont représentées. Donc tu peux très bien être avec un membre supérieur, il y a 2 catégories membres supérieurs, il y a 2 catégories membres inférieurs. T'as les gens qui sont en fauteuil, t'as les gens qui sont en euro, t'as les gens qui sont malvoyants, des petites tailles, t'as énormément de catégories. Donc en fait, cette richesse aussi de pouvoir aller sur des compétitions et de rencontrer tout le monde, plein de pays, de plein d'endroits de la planète. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Puis en même temps, pour moi, ça me permet aussi de me confronter aussi des gens qui sont dans le même handicap. Malheureusement, on a fait les qualifications, on était 8 en qualification, et finalement, j'étais le seul à aller à la finale. Les gens, pendant la qualification, finalement, on n'a pas pu vraiment avoir une compétition à proprement parler dans ma catégorie. Je me suis retrouvé seul finalement à la compétition. Mais j'ai vraiment pu avoir cette sensation, par contre, à Barcelone, en septembre, où là, effectivement, on était en tout, on était 7 ou 8, vraiment dans la catégorie Upper 1. Donc là, vraiment, quand tu te retrouves sur le floor avec 8 personnes de la même catégorie, tu fais les mêmes mouvements, là, effectivement, tu peux vraiment commencer à regarder un peu du coin de l'œil à côté de toi, puis te dire, ok,
qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que les autres sont capables de faire, quelles sont tes performances. Voilà, c'est là que c'est là où c'était important. Mais je l'ai pas trop vu vraiment à Rotterdam. Rotterdam, c'était pas assez représenté aujourd'hui dans ma catégorie. On reviendra un petit peu plus tard justement à Barcelone. Ouais. Et on va continuer à parler de ta préparation. Comment est-ce que tu as intégré l'ostéopathie dans ta routine d'entraînement? Alors en fait, l'ostéopathie, elle est arrivée un peu plus tard, je pense, vraiment quand on a commencé à arriver dans les grosses compétitions. J'ai toujours été pris en charge par un ostéo, mais en fait, on s'est vite rendu compte que à cause du déséquilibre de travailler vraiment que sur un bras, il y a plein de mouvements où malheureusement où je me décale, où je fais des tirages, où du coup on peut pas rester comme un valide, où on reste droit et on tire sur ses deux bras. Donc effectivement, j'ai vite compris que s'il n'y avait pas vraiment un suivi ostéo derrière tout ça, on allait créer des décalages et que du coup ça allait pas faire. Donc vraiment cet aspect ostéo, elle est hyper importante dans ma préparation et encore plus maintenant parce que vu que les charges maintenant elles sont même encore plus importantes. Aujourd'hui, si je vois pas mon petit Rob au moins tous les 2-3 mois, ouais c'est sûr que je dors de travers, j'ai mal à l'épaule, les genoux, il y a toujours un truc qui va pas. Donc c'est sûr que c'est hyper important d'avoir son petit ostéo du coin pour pouvoir t'en remettre d'aplomb régulièrement. Quels sont les principaux avantages que tu as constatés en intégrant l'ostéopathie dans ton programme d'entraînement? En fait, un athlète de haut niveau, c'est plein de petits curseurs qui doivent toujours être au on. Si on en a juste un qui est sur off, il y a tout qui peut dégringoler. Aujourd'hui, l'ostéo, c'est la même chose. C'est hyper important d'avoir un bon ostéo qui te suit régulièrement et de l'assimiler aujourd'hui dans ta préparation, comme d'avoir un bon kiné, que j'ai aussi 2 fois par semaine, qui me permet de me masser, qui permet d'avoir les petits bobos qui évitent que ça amplifie, comme d'avoir la cryothérapie, comme d'avoir plein de choses, comme l'alimentation, comme le sommeil. Aujourd'hui, l'ostéo, effectivement, c'est hyper important. Je vais pas aller le voir tous les jours, mais en tout cas, c'est important quand ça commence à avoir un petit décalage, quand tu sens que ça commence un peu à craquer, bah justement de lui dire écoute, je pense qu'il serait bien de refaire un petit check, de remettre un peu d'aplomb les trucs régulièrement, surtout en fin de préparation, quand on a des demi-finales ou quand on a commencé à faire des compètes, de refaire un petit check après pour remettre le bonhomme sur pied. Est-ce que l'ostéopathie contribue à améliorer ta performance et à prévenir les blessures? Prévenir, il faudrait que je le voie plus souvent pour vraiment prévenir de mes blessures. Je pense que on a tendance à attendre un peu trop justement l'aspect blessure pour vraiment aller voir son ostéo. Souvent, quand je l'appelle, c'est pour lui dire je commence à avoir un peu mal à l'épaule ou je sens que j'ai cervical un peu raide. Je pense qu'effectivement, on n'assimile pas assez l'ostéopathie dans la préparation assez souvent. Du coup, pour compenser ça, c'est vrai que j'ai des séances en fait de kiné 2 fois par semaine qui sont régulières au début de semaine, fin de semaine, qui me permettent de pouvoir faire tout ce qui est massage, ce genre de choses, mais pour vraiment drainer et puis vraiment assouplir tout ce qui est musculaire et les grosses contractions musculaires. L'ostéo, c'est vrai que c'est encore un autre travail, c'est encore d'autres choses, mais c'est aussi hyper important. C'est ostéo, kiné, cryo, c'est des choses qui sont hyper complémentaires et qui sont hyper importantes. Mais l'ostéo, on le voit un peu moins quand même que le kiné. Je vois pas mon petit Rob me faire mes petits massages dans la séance d'ostéo. J'y crois pas trop. Tu nous as parlé d'ostéopathie, Ouais. tu nous as parlé de kinésithérapie, tu nous as parlé de cryo. Ouais. Quels sont les autres axes de préparation, récupération que tu mets en place pour être performant? Le sommeil, ça c'est le plus important. Hein. C'est pas toujours facile, parce que parfois, c'est vrai qu'en pleine nuit, quand t'as des grosses contractures musculaires, où tu te retournes juste, t'as un peu mal à l'épaule, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça, c'est hyper important, effectivement, le sommeil. Puis l'alimentation, et les compléments alimentaires. Ça, on va zut, les compléments alimentaires, c'est pas bien. Malheureusement, quand tu commences à être dans le haut niveau, juste avoir une alimentation saine et moi je me lève pas le matin pour aller faire au sport et puis faire ma petite sieste et puis rentrer chez moi refaire mon sport, ça marche pas. Aujourd'hui je travaille aussi à côté, donc la récupération elle passe aussi par de la protéine, par des compléments alimentaires basiques, hein, je me dope pas, hein, attention, hein, mais en tout cas des vitamines, de la créatine, des choses qui sont basiques, standards, mais qui me permettent de pouvoir continuer à performer et mieux récupérer, en tout cas, pour enchaîner mes séances de CrossFit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le même repos qu'un athlète de haut niveau qui va pouvoir faire ses siestes entre midi et 2, quoi. Donc c'est important. Comment tu fais pour travailler sur le sommeil? Parce que on a la chance d'être accompagné, par exemple, pour l'ostéopathie, ou pour la kinésithérapie. Mais on a plus rarement l'opportunité d'être accompagné pour le sommeil. Alors, je suis pas accompagné pour le sommeil.
Ça c'est vrai. C'est effectivement un sujet qui a été pendant quelques temps un peu complexe. J'ai essayé quand même pas mal de choses, hein, les huiles essentielles, le soir de manger de la glace parce que du coup ça sécrète une hormone qui me permet de me dormir. J'ai essayé quand même pas mal de choses, même la mélatonine pure. Mais je crois que quand tu es vraiment dans une période effectivement de grosse préparation et où le nerveux il est au taquet, c'est sûr que c'est compliqué parfois de pouvoir s'endormir. Alors j'espère que ça va fonctionner. Je touche du singe. J'ai décroché un sponsoring récemment avec une maison Cinèse qui est sur Annecy et du coup qui m'accompagne sur la cryothérapie et qui fait aussi de la photomodulation. Et donc du coup aujourd'hui ça peut me permettre. Enfin, j'ai fait seulement un essai pour le moment, mais j'ai pas encore fait. Il faut vraiment le faire régulièrement pour pouvoir voir la différence. Mais a priori, il y aurait eu des tests scientifiques qui permettraient de pouvoir justement se détendre et de pouvoir justement avec tout ce qui est lumière, de pouvoir justement se détendre et avoir une meilleure régénération et un meilleur sommeil. Donc j'espère que ce sera une nouvelle chose qui va pouvoir me permettre de mieux récupérer encore. Quel conseil tu donnerais aux sportifs qui n'ont pas encore incorporé l'ostéopathie dans leur routine? C'est une erreur. C'est une grosse erreur aujourd'hui de ne pas incorporer l'ostéopathie, mais qu'on soit sportif ou pas sportif d'ailleurs, hein, parce que parfois on peut tout simplement lever un pack d'eau et pas avoir un bon mouvement et finalement être un peu de biais et puis on se dit j'ai un peu mal là, oui mais en fait faut pas attendre que t'aies mal pour pouvoir faire quelque chose. Donc aujourd'hui que ce soit pour n'importe quel sportif ou même n'importe quelle personne dans notre quotidien, c'est hyper important en fait d'avoir un suivi, un accompagnement médical et de pouvoir juste nous remettre tout simplement dans le droit chemin, sans se dire faire craquer, pas craquer. Je suis pas ostéopathe pour le savoir, mais en tout cas, de pouvoir juste remettre la personne droite et remettre un peu les choses comme il faut. C'est comme une bonne vidange sur une voiture, hein, régulièrement, sauf que faut le faire un peu plus souvent, l'ostéo. Tout à l'heure, tu nous parlais de Barcelone et de cet événement Barcelona. On va te mettre dans une deuxième situation concrète, donc dans le week-end du 15 au 17 septembre 2023. Donc c'est une compétition mythique de CrossFit adapté qui va réunir plus de 1200 athlètes du monde entier. Et après 3 jours de lutte acharnée contre un athlète portugais, je crois, tu vas remporter cette édition 2023. Est-ce que tu peux nous décrire dans quel état d'esprit tu es après cette compétition et comment tu fais pour enchaîner vers tes prochains objectifs? Alors effectivement, Barcelone, ça a été ma première grosse compétition. Aujourd'hui, c'est la plus grosse organisation européenne de CrossFit adaptive. Donc pour moi, c'était le gros événement 2023. Après, c'était pour moi une belle expérience et puis effectivement de se retrouver confronté avec des gens avec qui je connaissais pas et où du coup tu sais que sur le floor ça commence un peu à jouer des coudes et puis à voir un peu les performances de chacun, c'est cool. Donc d'autant plus de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium sur une première année de compétition, sur la plus grosse compétition européenne, c'est quand même cool, c'est trop bien. Mais bon, on en a jamais assez. Hein. Aujourd'hui, la grosse compétition, c'est les CrossFit Games. Donc les CrossFit Games, c'est aux États-Unis et là, c'est mondial, c'est pas juste européen. Donc là, c'est un autre level. Il y a plus d'étapes, il y a un plus gros niveau. Donc là, c'est encore autre chose. Donc en finissant Barcelone, on s'est dit on va reposer un peu parce que ça fait du bien quand même de relâcher aussi de temps en temps, surtout quand tu t'entraînes depuis des mois et des mois. Donc on a relâché un petit peu et puis on s'est dit ok l'année prochaine on va remettre curseur supplémentaire et puis là l'objectif c'est de pouvoir aller au CrossFit Games. Donc là c'est l'objectif 2024, de pouvoir aller mi-septembre aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as mis en place sur cette année 2024 pour pouvoir être performant lors de ces CrossFit Games 2024? Je suis pas sûr d'avoir mis grand chose de plus que les années précédentes. Mis à part que maintenant j'ai repris le boulot, donc ça c'est quand même pas moi qui l'évolue, mais effectivement c'est important parce qu'il faut bien manger. Hein. Aujourd'hui, on l'a très bien dit tout à l'heure, je vis pas de mon sport, donc faut bien que je puisse vivre de quelque chose. Donc aujourd'hui j'ai pas réellement mis grand chose de plus, mis à part aujourd'hui d'avoir un accompagnement qui soit médical par mon kiné, par mon ostéo ou par maintenant avec mon sponsor avec cryothérapie et photomodulation. Mais mis à part ça, aujourd'hui, sur mon sommeil, mon alimentation et sur mon entraînement au quotidien, j'ai pas changé grand-chose par rapport à ça. Au contraire, aujourd'hui, je pense que c'est une formule qui fonctionne bien. On voit que je continue à performer, je continue à progresser. On dit en haltérophilie que les barres continuent à monter. Donc aujourd'hui, on change rien. Tant que ça fonctionne, faut y aller.
Qu'est-ce qui te donne le sourire dans ton sport? Ce qui me donne le sourire, c'est de me confronter aux valides, de pouvoir être avec les autres, à côté, avec le copain du coin, et puis du coup faire les mêmes choses que lui, avec mes adaptations. Parfois c'est exactement le même mouvement, mais justement de le mettre un peu des raclés aussi aux valides, et puis qu'à la fin il te regarde, puis qu'il dit ah ouais, quand même. Après on travaille pour, hein, et c'est pas rien, mais aujourd'hui moi c'est ça qui me donne le smile, c'est de pouvoir justement faire changer un peu toutes ces mentalités. Aujourd'hui tout est possible dans la vie, donc il suffit juste de se donner les moyens pour pouvoir justement y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par faire changer les mentalités? Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, elles sont un peu catégorisées. Il y a toutes sortes de handicaps qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Aujourd'hui, moi j'ai eu un grave accident, je suis pas né avec. Donc aujourd'hui, j'accepte le fait d'avoir eu un grave accident. Aujourd'hui, j'ai des portes qui s'ouvrent à moi. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est bien grâce à ça. 3 ans en arrière, on serait peut-être pas venu me voir pour dire dis donc, viens, on fait une interview. Finalement, j'aurais été un petit valide du coin, comme tout le monde, et on serait pas venu me chercher. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de pouvoir aussi transmettre un peu tout ça aux gens. Mais c'est vrai que quand les gens ils me croisent dans la rue, ils savent pas aujourd'hui que j'ai mon bras qui a eu un grave accident, ils connaissent pas mon parcours, ils connaissent pas ce que je fais dans mon quotidien. Mais comme j'ai mon bras aujourd'hui, ils me considèrent comme quelqu'un de valide. Quand ils me voient au sport, finalement, ils disent qu'est-ce qu'il fait l'autre, il est en train de faire du crossfit, mais un bras, et il est trop fou. En fait, non, c'est parce que je m'entraîne comme ça et parce que c'est mon handicap qui fait comme ça. Donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir de montrer en fait ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, qu'on soit membre inférieur, qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit aussi en euro, en fait, on est tous capables de faire des choses. Chacun à notre niveau, que ce soit en débutant ou que ce soit en confirmé, mais en tout cas, on est tous capables de faire des choses. Donc, c'est important justement de le montrer et de plus en plus, on le voit aujourd'hui. Avec les Jeux Olympiques ou avec beaucoup de choses, on en parle de plus en plus de tout ce qui est paralympique et handisport, donc c'est hyper important. Donc moi justement, je veux m'aider un peu du bateau pour dire allez, on y va, on continue à montrer ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le CrossFit? Dans le CrossFit pur, dans le sport en lui-même, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment difficile. Je pense que tous les sports aujourd'hui ont leurs difficultés. À nous aujourd'hui, en tant qu'athlète, valide ou handisport, justement, de les surmonter et de performer. Donc ça, c'est une question d'entraînement. Après, ce qui est difficile, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, faut savoir que le CrossFit, c'est pas une fédération. Aujourd'hui, c'est une licence qui est gérée par les États-Unis. Donc, faut savoir que déjà, rien que pour avoir sa propre salle de CrossFit, juste pour avoir marqué CrossFit dessus, ça coûte de l'argent. Même si c'est juste un appartement avec juste une licence CrossFit, ça coûte de l'argent, mais ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, en tant qu'athlète, mon abonnement, il coûte plus cher que d'aller faire une petite salle de fitness du coin. Hein. Donc ça coûte aussi de l'argent. Et tout ce qui est à côté de ça coûte aussi de l'argent. C'est un peu élitiste aujourd'hui, le CrossFit. Ça reste quand même un sport qui est très beau, qui est hyper varié. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent. Donc l'accompagnement, on n'en parle même pas. Là, on commence seulement à balancer un peu des sponsors et tout à droite à gauche parce qu'on voit que je commence à performer, on voit qu'on commence à voir aussi par rapport aux compétitions. Mais en réalité, je pense que le petit athlète lambda qui peut avoir un très gros niveau en valide ou même en handisport, mais qui n'a pas encore performé, l'accompagnement, il est zéro, il est nul. Aujourd'hui, si t'as pas 50 000 vues sur Instagram, tu peux être le champion du monde de n'importe quelle discipline. Si t'as pas de la visibilité sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a personne qui va t'accompagner. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui, et que ce soit dans n'importe quelle discipline. Donc encore plus dans le CrossFit. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un grand accompagnement, même si tu t'entraînes matin, midi et soir et que t'es champion du monde, c'est pas sûr que t'arrives à avoir un accompagnement. Quelles sont les évolutions que tu as observées dans le CrossFit adapté depuis le début de ta carrière? Alors, je sais pas si les adaptations, si je vois maintenant que ça évolue parce que j'y suis, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de gens maintenant, que ce soit dans le CrossFit ou dans l'handisport. J'ai l'impression qu'on nous met plus en avant, on s'intéresse plus à nous, on essaie de faire plus de choses. J'ai quelqu'un que je connais qui a eu un grave accident à l'armée, qui a perdu ses 2 jambes. Il fait du volley assis, il est en équipe de France de volley assis, et je vois que là, il est en train de monter, parce que justement, on voit qu'il performe, on voit qu'il travaille beaucoup pour, donc c'est cool, c'est trop bien. Je souhaite que ça. C'est franchement pour tout le monde, et même d'ailleurs que ce soit en handisport ou même chez les valides. Si on nous donne les moyens, on devrait récompenser en fait les personnes qui se donnent les moyens. Donc franchement,
Je pense qu'en étant maintenant un peu dans le milieu handi, je pense que je le vois un peu plus qu'avant. On le voit, on s'y intéresse, on me dit waouh, bravo, c'est cool, mais est-ce que finalement on se sent autant impliqué? Je pense pas. Mais je pense que mon entourage est plus impliqué maintenant qu'ils ont quelqu'un qui est en handisport qu'avant, quoi. Je pense clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour valoriser justement plus le sport adapté de manière générale? Tu disais tout à l'heure, il faut qu'on montre ce qu'on est capable de faire. Beaucoup de communication. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on nous met en valeur et qu'on montre un peu plus ce qu'on est capable de faire, c'est par rapport au réseau, par rapport à la télé, par rapport à tout ça. Il y a quelques années en arrière, on t'aurait jamais montré à la télé en fait les Jeux paralympiques. On te passait 3 semaines après les gens y regardaient pas. Dans le CrossFit, c'est la même chose. Aujourd'hui, la compétition valide, elle est en août. Et 1 mois après, seulement t'as les handisports. C'est pas au même endroit, c'est pas les mêmes dates. Ça, c'est dommage. Aujourd'hui, c'est hyper important de pouvoir faire à Barcelone, ils l'ont fait. En fait, t'avais la compétition, et pendant la compétition, t'as les valides qui sont mixés aussi avec les handis. Et ça, c'est cool, parce que du coup, les valides, ils sont en pleine compétition, ou même les gens qui les entourent, qui viennent pour les accompagner, ils voient aussi les handis. Et du coup, tout de suite, t'as de l'intérêt. T'as les gens qui viennent justement te voir, alors que si c'est en décalé, tu te dis, c'est une compétition handisport, c'est l'autre avec son bras en noir, l'autre il est en fauteuil, les gens ils vont pas avoir le même intérêt que quelqu'un qui va performer parce qu'il a ses 2 bras, ses 2 jambes. Alors que c'est bien bête parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en handi qui font des performances complètement folles et des trucs bien plus intéressants que des valides. Donc tout doucement, il faut que les mentalités elles changent, mais ce qui est hyper important, je pense, c'est le mettre en valeur et le diffuser un maximum. Plus tu vas le diffuser, et plus les gens seront au courant, et plus du coup on pourra nous permettre de grandir. Et d'avoir un accompagnement peut-être aussi. Et justement, pour rebondir là-dessus, le 11 octobre 2023, donc CrossFit HQ a annoncé un changement majeur pour l'année 2024. Donc justement, cette séparation à des CrossFit Games adaptés ou valides. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as appris cette information? Pour le moment, c'est pas à prendre avec des pincettes, mais en fait, c'est cool dans le sens où aujourd'hui, on peut valoriser chaque catégorie. Donc aujourd'hui, 15 catégories aujourd'hui sont représentées dans le CrossFit. Donc ça, c'est vraiment cool. La seule chose qui manque, c'est un accompagnement médical. C'est qu'en fait, quand tu rentres en équipe de France paralympique, t'as un médecin qui est classificateur, qui a des compétences médicales, qui regarde ton handicap et qui peuvent te classifier, qui peuvent te dire on va dans tel truc, tel truc. Et aujourd'hui, dans le CrossFit, c'est encore trop... Je pense qu'il faut le temps que les choses se mettent en place, c'est certain, mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un de compétent au niveau médical, un docteur qui peut te permettre de dire toi Thibaut, aujourd'hui, t'es en 1 point de contact ou en 2 points de contact. En fait, c'est plus moi qui me suis orienté vers telle discipline en me disant ok, je sais qu'en 1 point de contact, je vais performer, alors qu'en 2 points de contact, je vais être à la rue parce que les mecs aujourd'hui, ils sont ancrés depuis des années et que moi, je pourrais rien faire. Mais aujourd'hui, moi, je suis entre 2 catégories. Donc en vrai, l'organisation pourrait très bien me dire soit l'un ou soit l'autre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir ouvrir à tout le monde, mais on a encore beaucoup de travail à faire justement sur l'éligibilité et sur le côté médical pour savoir si tu es éligible ou non dans telle catégorie. Et ça, c'est connu, reconnu, tout athlète parfois n'ont pas les bonnes orientations par rapport à ton handicap. Ça, c'est compliqué. Mais on espère que justement ça va avancer. Ça, c'est cool. Comment est-ce que tu envisages la suite de ta carrière de sportif? Il y a des trucs qui sont dans les tuyaux pour le moment. En fait, je suis en discussion aujourd'hui avec France Paralympique. Je vais avoir des tests de sélection pour rentrer en équipe de France. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de fait, c'était juste des tests. Aujourd'hui, mon profil, il intéresse par rapport à mon passé aujourd'hui de crossfitter et de compétiteur. J'ai envie d'aller plus haut, j'ai envie d'aller encore plus loin, mais surtout d'avoir un accompagnement. C'est important aujourd'hui de pouvoir rentrer dans une fédération avec un accompagnement et peut-être tout simplement aussi représenter les couleurs de mon pays, ça serait encore une plus grande fierté. Donc l'année 2024, elle est de pouvoir aller performer sur la compétition au Luxembourg et la compétition aussi aux États-Unis et en septembre. Et entre deux, j'espère passer quelques tests de sélection pour rentrer en équipe de France de para-aviron. Pour le moment, c'est juste des informations, mais en tout cas, c'est comme le CrossFit, je lâcherai pas. Quel est ton
ton objectif ou ton rêve ultime en tant qu'athlète? Mon rêve ultime, c'est de porter les couleurs de la France et d'être à la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques. Ça, c'est mon plus grand rêve. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui, justement, voilà, aspire à être athlète de haut niveau et qui lui aussi se verrait en train de représenter les couleurs de son pays et sur la plus haute marche d'un podium? Tout est possible dans la vie. Il faut juste se donner les moyens et d'avoir les bonnes personnes qui t'accompagnent. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté ne suffit pas, mais d'avoir l'accompagnement. Tu connais pas quelqu'un, fils Schumacher, il n'est jamais arrivé comme ça en Formule 1 en claquant des doigts. Hein. C'est parce que son père était connu et que du coup on s'est dit peut-être que son fils va faire quelque chose. Aujourd'hui, moi j'ai pas de parents qui sont athlètes de haut niveau, donc c'était toujours plus difficile de pouvoir rentrer et performer quelque part. Et si t'as pas quelqu'un qui vient te regarder sur le bord du terrain en te disant « Ah, mais lui, il y a quelque chose à faire », bah non, ça marche pas. Donc je pense que aujourd'hui, s'il y a un jeune qui veut performer, tout le monde est capable de le faire. Mais par contre, il faut travailler d'arrache-pied. Et puis si t'as un accompagnement, c'est encore mieux. Des gens qui te poussent au cul et puis qui vont te dire « Ok, je vais t'aider, on va aller chercher, faire des choses justement pour y aller ». Puis il faut le plus tôt possible, hein, parce que pour le haut niveau, pour y performer... faut y aller très très tôt, et ça c'est pas le plus simple. Quel apprentissage tu as tiré de cet accident et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière de sportif? La patience, beaucoup de patience. C'était un de mes gros défauts, hein. Je l'ai toujours un petit peu, hein, qu'on soit clair, mais je suis quelqu'un plutôt d'hyperactif et j'ai peu de patience. C'est vrai qu'avec le temps, quand t'es pendant 6 mois sur un lit d'hôpital, t'es obligé d'être patient, t'as pas le choix. Donc avec le temps, effectivement, j'ai appris un peu cette patience. Je pense qu'avec l'âge aussi, hein, bon, j'ai 32 ans, mais je pense qu'avec l'âge aussi, on apprend aussi un peu tout ça. Donc effectivement, l'accident, il m'a permis de pouvoir comprendre aussi certaines choses, de relativiser aussi beaucoup, et puis par mon accident, de pouvoir aussi passer des messages. Pas faire des leçons de morale, mais tout simplement en faisant ce que je fais aujourd'hui, dans mon sport, de performer, indirectement, les gens, ils s'intègrent. Ça leur passe des messages, et ça c'est hyper important. Si tu devais choisir entre Teddy Riner, Martin Fourcade et Tony Parker, l'un des trois à qui tu puisses poser une question, tu choisirais qui? Moi, je pense que j'irais voir Teddy Riner. Je sais pas, je trouve qu'il a un charisme, je trouve qu'il a un truc, c'est pas méchant, mais il fait un peu gros nounours, mais en fait il fait hyper gentil à côté de ça. Donc en fait, j'imagine un peu ça où je m'imagine pas comme Teddy Riner, mais je m'imagine aussi dans le sens où quand je suis sur le floor, on fait la bagarre et on met les œillères et il y a personne autour, on n'entend personne. Par contre, à côté, j'espère et j'ai surtout très envie, au contraire, d'être hyper proche des gens, de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux. Et je pense que, au contraire, Teddy Riner, il fait un peu tout ça. Et tu lui poserais quoi comme question à Teddy Riner si tu pouvais lui demander une chose? De me donner un gros coup de pouce. De me mettre un peu en avant sur ce que je peux faire dans mon quotidien, sur mes entraînements, puis à boire un café. On arrive bientôt au bout de cette interview. Quel message justement t'aimerais faire passer de manière spontanée? Ce qui est important, c'est de croire en ses rêves, qu'on soit valide ou handisport. J'aurais jamais cru il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui, d'être derrière des caméras ou tout simplement d'être considéré comme athlète de haut niveau ou de performer sur les plus grosses compétitions mondiales. Pour moi, je pense que la vie, elle est écrite et en fait, on a chacun les choses qui interviennent au cours de notre vie. Il y a 3 ans en arrière, je vous aurais dit que je voulais être accompagnateur moyenne montagne et pisteur secouriste. Aujourd'hui, c'est du passé. Maintenant, j'envisage d'être athlète de haut niveau. Après, c'est avec le temps. Je pense que faut évoluer, progresser. Il y a des choses de la vie qui font que parfois on prend d'autres orientations. Donc, faut croire en ses rêves et ne rien lâcher parce que tout est possible dans la vie. Qu'est-ce que tu peux atteindre selon toi lors de ces CrossFit Games au mois de septembre? Le podium. Le podium, aujourd'hui, c'est l'objectif de l'année. C'est de finir sur le podium. Que ce soit 3e, 2e, 1er, on s'en fout. La plus haute marche, ce sera la plus belle, mais en tout cas, le but, c'est d'être sur le podium déjà. Merci beaucoup, Thibaut, et bonne chance pour cet objectif plus tard dans l'année. Merci à vous. Merci.